Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et je suis en compagnie de l'infatigable Claude Lafleur, mais aussi de Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Et donc, dans notre précédent balado 2024, une année charnière, nous disions que l'année 2025 s'annonçait imprévisible à cause de la venue du tandem impétueux, si l'on peut dire, Trump-Musk. Et on n'a pas été déçus, il eût été difficile de prédire le bourbier ambiant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous relevons le défi de couvrir les événements de 2025 de façon chronologique, sans savoir ceux qui, au bout du compte, marqueront ou non les grandes tendances de l'année qui s'annoncent palpitantes sans trop qu'on sache pour quelles raisons, Claude. En effet, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, effectivement, c'est une année palpitante, un peu navrante aussi. En fait, là, on pourrait peut-être dire que ce qu'on assiste actuellement, c'est à la construction d'un avion en plein vol. J'imagine que les gens se rappellent à l'époque de la pandémie, souvent nos décideurs politiques disaient qu'ils font face à la pandémie sans trop savoir où on s'en allait. On avait l'impression de construire un avion en plein vol. J'ai l'impression que c'est la situation dans laquelle on vit actuellement. Et tout ça, évidemment, c'est à cause de l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, mais aussi à l'influence assez étonnante de Elon Musk, qui joue un rôle auquel je pense personne ne s'attendait. En fait, aux États-Unis, on parle beaucoup d'une bromance entre les deux hommes. Je ne sais pas si ce terme-là vous est familier en Europe. Oui. Une bromance, c'est une sorte de romance un peu particulière entre deux hommes. On se demande d'ailleurs combien de temps va durer la romance entre Trump et Elon Musk. Et enfin, on pourrait même dire que les paris sont ouverts et vraiment, on a affaire à une situation un peu particulière. Je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse, de faire un petit commentaire éditorial. En préparant ce balado-là, je me suis dit, peut-être bien que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutaient à ce moment-ci n'ont peut-être pas le goût d'entendre parler encore de Trump, encore de Musk. On en parle beaucoup. Ici, au Québec, on dit qu'on est déjà tanné, pour ne pas dire écœuré, d'en entendre parler. Évidemment, dans ce balado-là, ils sont incontournables, mais je veux vous rassurer, on va parler aussi beaucoup du domaine spatial. Il y a beaucoup d'activités spatiales. Il y a évidemment un impact majeur joué par Trump et par Musk sur le spatial. On n'a pas le choix d'en parler. En même temps, là, ça va ouvrir une fenêtre dont on n'a pas toujours conscience, je pense, si on ne vit pas aux États-Unis, de l'impact que les décrets et les politiques de Trump et ce que fait Musk au quotidien sur les Américains. Et c'est un peu ce qu'on va explorer. Maintenant, je vous rassure, on va parler beaucoup d'espace. Puis je vais même, je pense, dans ce balado-là, faire une ou deux révélations qui vont possiblement vous étonner pas mal. Entre autres, il y en a une concernant Starship. Donc, si vous êtes un peu lassé d'entendre parler du duo infernal qui sévit au sud de notre frontière au Canada, découragez-vous pas, il y a quand même du matériel là, très intéressant dans ce balado-là. Ça vaut la peine de poursuivre l'écoute, même si c'est un peu frustrant tout ce qui se passe actuellement. Fin de mon éditorial. Notons qu'une foule d'événements souvent invraisemblables se bousculent si rapidement que leur rappel jette déjà un éclairage particulier sur l'actualité brûlante. Parcourir donc cette cascade d'événements jette un certain éclairage sur le présent, sans trop que l'on sache où l'on s'en va. Première partie, prélude à l'ère trumpiste. 2 janvier, Musk fera-t-il dérailler Artemis ? C'est ainsi que dans un tweet posté le 2 janvier sur son réseau X, Elon Musk indique qu'il n'est nullement intéressé par la présence d'humains sur la Lune. Non, nous allons directement sur Mars, écrit-il. La Lune est une distraction. Une semaine plus tôt, le 25 décembre, il avait écrit, toujours via X, la structure d'Artemis est extrêmement inefficace car il s'agit d'un programme visant à favoriser des emplois plutôt que des résultats. Il faut quelque chose d'entièrement nouveau. On sait que Musk rêve depuis longtemps d'aller sur Mars, de même de développer une colonie sur la planète Mars. En fait, c'est la raison même pour laquelle il a créé la société SpaceX en 2002. Musk nous avait dit dans les années 2010 que il enverrait un vaisseau non habité sur Mars en 2018 et qu'à partir de 2024, il enverrait même des colons sur la planète Mars. Évidemment, on est en 2025, il n'y a rien de tout ça qui s'est produit. Et en septembre dernier, Musk a annoncé que SpaceX lancera 5 Starship vers Mars à l'automne 2026 sans personne à bord,
afin de tester les capacités de ces vaisseaux à traverser l'atmosphère martienne et à se poser sur le sol. Et si cette opération réussit, indique-t-il, des missions avec équipage suivront lors de la prochaine fenêtre martienne qui s'ouvre fin 2028. Et à la suite du 6e vol d'essai de son vaisseau Starship, le 19 novembre 2024, Musk avait indiqué sur X « Je suis persuadé que nous pourrons envoyer plusieurs Starships sans équipage sur Mars dans 2 ans. Et si ces vaisseaux n'ajoutent pas de nouveaux cratères sur Mars, alors des Starships avec équipage pourront être envoyés dans 4 ans. » Une caractéristique un peu particulière du vaisseau Starship, c'est que lorsqu'il se place en orbite, pour se placer en orbite, il épuise tout son carburant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Starship arrive en orbite terrestre, orbite basse, avec ses réservoirs vides. Il faut donc procéder au ravitaillement de ce vaisseau si on veut aller plus loin. Ce qu'on calcule, c'est que pour refaire le plein du vaisseau Starship, il faut à peu près lancer une douzaine d'autres Starship pour faire le plein. En fait, selon Musk, ça va en prendre 5. Selon les spécialistes de la NASA, ça va en prendre entre 15 et 20. Moi, je me mets entre les deux, je me dis une douzaine. Ça veut dire que si dans 1 an et demi, à l'automne 2026, il veut lancer 5 vaisseaux vers la planète Mars, 5 Starships vers la planète Mars, ça va prendre une 60aine de lancements de Starship. C'est vraiment une opération magistrale. En fait, ça fait ressortir une caractéristique assez étonnante, pour ne pas dire époustouflante, du vaisseau Starship. Pour comprendre cette caractéristique-là, il faut revenir au principe qu'appliquent à peu près toutes les grosses fusées qui servent à lancer des satellites, ce qu'on appelle le principe des 3 étages. Si vous imaginez un lancement d'une fusée, par exemple Ariane ou Soyouz, il y a un premier étage qui sert à propulser la fusée au décollage alors qu'elle est la plus lourde et qu'elle doit traverser les couches les plus denses de l'atmosphère. Ce premier étage-là fonctionne pendant environ 2 minutes. Dans le cas des fusées Ariane et Soyouz, c'est les fameux boosters, les fusées d'appoint qui sont de chaque côté, qui font d'une certaine façon le gros travail du lancement. Prend ensuite la relève un deuxième étage qui fonctionne durant les 8 premières minutes du décollage pour amener la fusée presque en orbite. Souvent, d'ailleurs, ce deuxième étage-là fonctionne dès le décollage. Là, c'est le cas du corps central de la fusée Ariane et des fusées Soyouz. Donc, ce deuxième étage-là travaille durant à peu près 8 minutes, fait environ 90% de le travail de placer un satellite en orbite. Et ensuite, arrive un troisième étage qui, lui, complète la manœuvre, donc place la charge utile, le satellite, le vaisseau spatial sur orbite basse. Et lorsqu'il s'agit d'aller plus loin, ce troisième étage-là n'a pas épuisé toutes ses réserves. Il va servir ensuite à propulser l'engin soit vers l'orbite géostationnaire, lorsqu'on veut lancer des satellites à 36 000 km d'altitude, ou bien pour aller plus loin, pour aller vers la Lune et vers quelque part dans le système solaire. La caractéristique du Starship, c'est qu'il utilise tout son carburant pour se placer sur orbite basse. C'est un lanceur à 2 étages, comme on sait. Le premier étage, le fameux Super Heavy, là, l'étage qu'on récupère de façon absolument spectaculaire, on a vu ça lors des derniers lancements. Ça, c'est le premier étage. Et le deuxième étage, c'est le Starship. Or, la fusée de SpaceX, le lanceur de Musk, est conçue, dans le fond, pour placer des charges utiles sur orbite basse. Il n'y a plus de réserve pour aller plus loin. Si on veut lancer des satellites sur orbite géostationnaire avec un Starship, il faut faire le plein. Si on va aller sur la Lune, si on va aller vers Mars, il faut faire le plein. Ce qui fait que c'est un lanceur qui n'est pas conçu pour aller explorer le système solaire, contrairement à ce que Musk nous dit. C'est un lanceur conçu pour placer des charges utiles à orbite basse. Sinon, à chaque fois que vous lancez un Starship pour aller, mettons, vers la Lune, ben, vous allez devoir en lancer une douzaine d'autres pour faire le plein. C'est une faille absolument inimaginable quand on y pense, alors que Musk nous a dit que ce lanceur-là est conçu pour aller vers la planète Mars. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut lancer un équipage vers Mars, ça va prendre une douzaine de fusées Starship pour réaliser l'opération. C'est vraiment étonnant comme faille, mais c'est vraiment ce qu'on constate. Le Starship n'est pas conçu pour aller explorer le système solaire, contrairement à ce que Elon Musk nous dit. Oui, à ceci près que c'est aussi un système qui est pensé pour être réutilisable. Donc c'est une autre philosophie. Est-ce que c'est la bonne philosophie pour aller explorer l'espace et les planètes ?
ça reste à prouver, mais étant donné que sur un lanceur comme Ariane ou même la Falcon, par exemple, il y a une partie qui n'est pas réutilisée, ça permet de gagner en performance. Mais on l'a déjà dit sur ce podcast sur plusieurs fois, c'est comme si on prenait l'avion et puis qu'à la fin du voyage, on jetait l'avion. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une autre philosophie. Reste à voir si elle est pertinente. C'est ça. Sauf que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut aller, mettons, à la Lune ou à Mars, il ne faut pas lancer non un seul Starship, mais une bonne douzaine de Starships. Ouais. Et quand on pense que Starship, c'est la fusée la plus puissante, c'est la fusée qui consomme le plus de carburant qui a jamais été conçue, en lancer 12 pour aller à la Lune, alors que si vous prenez une fusée comme, d'ailleurs, les fusées Falcon ont lancé des sondes vers la Lune d'un seul coup, et ça n'a pas pris 12. Fait que c'est un gaspillage de ressources absolument monumental, surtout qu'il ne faut quand même pas se le cacher. Quand une fusée décolle, elle cause beaucoup de pollution. Si vous en lancez une de temps à autre, ça peut toujours aller, là, mais si vous devez à chaque fois que vous voulez faire une mission martienne en lancer 12, 15 ou même peut-être 20, là, c'est un niveau de pollution absolument. Fait que pour avoir un lanceur réutilisable, on consomme une quantité phénoménale de matière. Oui, alors après c'est toujours pareil, qu'est-ce qui pollue le plus ? Fabriquer une ou deux fusées de plus ou bien juste le carburant pour 12 ? Voilà, ça va être en même temps une donnée qu'on n'a pas encore. C'est ça, mais ça va être une technologie, ça va être une opération extrêmement complexe de dire pour lancer un vaisseau vers la Lune ou vers Mars, ça va en prendre 12. C'est toute une logistique. On verra avec le temps. Étant donné l'influence que Musk exerce actuellement sur Trump, les observateurs se questionnent quant à savoir si son tweet du 2 janvier n'est pas sa première salve tirée afin de mettre définitivement un terme au programme Artemis au profit de son rêve martien. Qu'en pensez, Claude ? Ben, si Trump changeait d'idée, ce ne serait pas la première fois, ce serait même un revirement spectaculaire. Parce qu'il faut se rappeler que c'est en 2019 que Trump lui-même a orienté le programme Artemis vers la Lune, c'est-à-dire qu'à l'époque, son vice-président avait déclaré que des astronautes, une femme et un astronaute américain, lancés par une fusée américaine depuis le territoire américain, fouleront le sol de Mars en 2024. C'est donc Trump qui a fixé l'objectif d'aller sur Mars pour 2024. S'il abandonnait son programme, ce serait vraiment un revirement spectaculaire et c'est ce qu'on observe actuellement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande question. Départ canon pour SpaceX. L'année 2025 débute sur les chapeaux de roue avec 8 lancements de Falcon 9 en l'espace de 11 jours seulement, du 4 au 15 janvier. Ces lanceurs SpaceX expédient pas moins de 205 engins spatiaux. À titre de comparaison, pour toute l'année 2024, 2871 engins ont été lancés. À ce rythme, on lancera près de 5000 satellites cette année. C'est du jamais vu, Claude. Exactement. Pour situer aussi un peu le contexte, en 2022, SpaceX a lancé 60 Falcon 9. En 2023, 91. En 2024, 132. Donc là, ils visent le 175 à 180 lancements de Falcon pour cette année. C'est donc encore là une augmentation prodigieuse. Et je dois vous dire, à l'heure où on enregistre ce balado, on est à la fin mars, il est en retard. Au rythme où il procède depuis le début de l'année, on serait plutôt autour de 140, 150 lancements de Falcon. Mais ce qui vise, c'est 175 à 180 Falcon. Ça reste à voir. Mais c'est une cadence de lancement absolument inouïe. Il n'y a personne à travers la planète qui est capable de faire quelque chose de semblable. Et oui, donc c'est pareil. Est-ce qu'on se disait ça il y a 10 ans ? On avait du mal à l'imaginer. Est-ce que dans 10 ans, on aura aussi 10 Starships par mois qui décolleront ? On verra. On verra, exactement. Il y aura d'autres balados à faire, mon cher. Ah oui, tout à fait. 15 janvier, la reconquête de la Lune se poursuit. Une fusée Falcon 9 expédie 2 sondes vers la Lune. Il s'agit de la sonde Blue Ghost de la firme américaine Firefly et de la sonde Hakuto Air M2, surnommée Résilience, de la firme japonaise iSpace. On se souviendra que l'an dernier, la sonde Hakuto Air M1 s'est écrasée sur la Lune le 25 avril, d'où le surnom de Résilience accolé à la deuxième sonde d'iSpace. La sonde Blue Ghost devait se poser sur la Lune le 6 mars, tandis que la sonde japonaise Hakuto Air prend une trajectoire plus longue pour se rendre à la Lune, une trajectoire plus économique, et elle doit se poser sur la Lune quelque part au mois de mai ou juin.
On n'a pas la date précise. Nous allons y revenir dans le prochain balado où nous allons voir ce qui s'est vraiment passé avec ces deux sondes-là. 16 janvier, vol inaugural de la New Glenn. Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, lance pour la première fois sa fusée New Glenn. Celle-ci a été nommée en l'honneur de John Glenn, le premier Américain mis en orbite en février 1962. Ce premier tir de la New Glenn a vu le deuxième étage mener à bien sa mission en orbite, et le booster, quant à lui, s'abîmait en mer, manquant le premier atterrissage de ce système qu'on pourrait comparer à celui de SpaceX, prévu sur une barge, Claude. Exactement. Et la fusée New Glenn, elle est conçue pour concurrencer les fusées de SpaceX. Entre autres, elle va permettre à la compagnie Blue Moon, Blue Origin plutôt, d'atteindre la Lune en lançant directement des sondes. D'ailleurs, une des missions prévues avec la New Glenn, c'est de lancer le module lunaire que la compagnie est en train de développer pour la NASA, module lunaire qui s'appelle le Blue Moon. Et cette mission-là, d'essai sans équipage, devrait avoir lieu cette année. Maintenant, on sait que Musk veut aussi cette année faire l'essai de son module, de sa version lunaire de Starship. Il y a donc une espèce de course entre les deux compagnies. Étant donné qu'avec une New Glenn, on peut atteindre directement la Lune, alors qu'avec Starship, c'est beaucoup plus complexe. On peut penser que Bezos va probablement battre Musk sur ce terrain-là, à moins que, étant donné le rôle que joue Musk auprès de Trump, que Musk mette des bâtons dans les roues dans les projets de Jeff Bezos. Encore là, une course à suivre. Le 16 janvier également, SpaceX procède au 7e tir de son vaisseau spatial Starship. Pour la deuxième fois, elle parvient à capter en vol le premier étage, le Super Heavy. Par contre, le vaisseau Starship explose 8 minutes et 20 secondes après son décollage. SpaceX parle plutôt d'un désassemblage inopiné. Il apparaît qu'une fuite de carburant dans le compartiment des moteurs fusées du Starship aurait entraîné la perte du vaisseau. Fait marquant, des tonnes de débris s'abattent au-dessus du golfe du Mexique, principalement sur les îles turques et caïques. Des vidéos filmées par les témoins montrent des pluies de débris qui font penser à la chute des restes de la navette spatiale Challenger 39 ans plus tôt. Personne n'est heureusement atteint, mais on rapporte certains dommages au sol. Surtout, au moment de la désintégration du Starship, l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, doit immédiatement suspendre le trafic aérien dans les environs, tandis que des avions sont détournés et d'autres sont cloués au sol. La FAA ordonne ensuite une suspension des essais du Starship, le temps de procéder à une enquête exhaustive. Voilà qui marque un temps d'arrêt dans les vols d'essai du Starship. En fait, Elon Musk avait déclaré avant cet essai-là qu'il espérait lancer 25 Starships cette année. 25 Starships, ça veut dire un à peu près à toutes les 2 semaines. Donc, dont un qui devait réaliser un vol sur la Lune avec la version lunaire. Évidemment, tous ces programmes-là sont retardés. Le projet connaît vraiment des difficultés importantes actuellement. Cette nouvelle année sera déterminante pour Starship, indiquait SpaceX à la veille du 7e tir. Notre but est de progresser dans la mise au point d'une fusée réutilisable et de réaliser des missions de plus en plus ambitieuses avec comme objectif d'envoyer des humains et du cargo sur orbite terrestre, sur la Lune et sur Mars. Cependant, par le passé, Musk s'est maintes fois plaint de l'interférence qu'exerçait la FAA sur ses activités. Cette agence a entre autres pour mandat d'assurer la sécurité du public en matière de vol aérien et spatial. À cet effet, elle doit autoriser chaque lancement en veillant à assurer la sécurité du public. L'échec du Starship démontre clairement la pertinence de la FAA. Rien pour le moment suggère de repousser le prochain lancement au-delà du mois prochain, avait affirmé Musk, avec une certaine désinvolture peu après cet échec. Pourtant, indiquait la FAA, l'accident a retardé le départ de plus de 240 vols aériens, dont 75 ont subi des retards d'au moins 1 heure. Une douzaine d'avions qui étaient en l'air au moment de l'accident ont dû faire du surplace durant 41 minutes en moyenne. De son côté, un haut responsable de l'association des pilotes de ligne a estimé que SpaceX a mis des gens en danger et l'entreprise devrait rembourser les compagnies aériennes qui ont dû détourner leurs avions, changer de cap ou ont été retardés. Il est aussi suggéré qu'à l'avenir, SpaceX devrait procéder à ses essais de Starship la nuit, lorsque le trafic aérien commercial est plus léger. Mais
Maintenant que Musk joue un rôle très, très important auprès de Donald Trump, hein, il est son bras droit, des fois certains disent que c'est même le président des États-Unis, et surtout, hein, le fait qu'il soit à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, qu'on appelle le DOGE, on peut se demander si l'une des priorités de Musk ne sera pas de contrecarrer les actions de la FAA. Et on peut aussi souligner que la FAA a plusieurs casquettes, donc comme on l'a dit, de réguler les vols spatiaux, en tout cas ce qui concerne SpaceX, mais aussi de promouvoir l'aéronautique. Donc c'est toujours quelque chose peut-être qu'on oublie, en tout cas dans les articles qu'on peut voir passer. C'est que la FAA a peut-être une espèce de schizophrénie. Elle doit à la fois aider les intervenants et aussi les réfréner. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à cerner, en tout cas de ce côté de l'Atlantique. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant chez la FAA, c'est qu'ils font effectivement la promotion de tout ce qui est l'aérospatial en termes de vol. C'est eux qui autorisent ou non le lancement des fusées, mais également la mise en service des avions, des nouveaux appareils. Ils ont comme rôle de faire la promotion, mais tout en respectant des règles très importantes pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Donc, c'est un rôle de garde-fou tout en faisant la promotion de l'aérospatial. C'est un rôle très, très important. Il s'occupe aussi du trafic aérien. Et le fait que maintenant, Musk ait un peu de mainmise sur la FAA, ça pose d'énormes questions, non seulement sur le rôle de la FAA, mais sur les compétiteurs de Musk qui ont aussi affaire à la FAA. Pour caricaturer un peu, est-ce que la FAA pourrait interdire certains lancements de fusées concurrents à celles de Musk, tout en autorisant celles de Musk? On caricature un peu, mais ça pose des questions de ce genre-là, malheureusement. Deuxième partie, les 10 premiers jours de Trump. 20 janvier, la bannière américaine sur Mars. Lors de son discours inaugurant sa seconde présidence le 20 janvier, Donald Trump évoque qu'un drapeau américain sera planté sur le sol martien. « Nous poursuivrons notre destin vers les étoiles », déclara-t-il, en envoyant des astronautes américains planter la bannière étoilée sur la planète Mars. Mais, fidèle à ses habitudes, Trump n'apporta cependant aucune précision additionnelle sur ce qu'il entend faire concrètement. Trump fait ainsi écho à la plateforme électorale du Parti républicain dans laquelle on pouvait lire « Sous la direction républicaine, les États-Unis créeront une industrie manufacturière robuste en orbite proche de la Terre, renverront des astronautes américains sur la Lune, puis sur Mars, et favoriseront les partenariats avec le secteur commercial afin de révolutionner notre capacité à accéder, à vivre et à développer des activités dans l'espace. » Et on pourrait ajouter que plus tôt, dans la campagne électorale, le 24 octobre, Donald Trump avait lancé « Nous allons faire atterrir un astronaute américain sur la planète Mars. Allez, Elon, allume la fusée. » Et quelques jours plus tôt, il avait aussi annoncé que l'envoi d'un astronaute américain sur Mars aurait lieu durant son prochain mandat, donc avant 2028. Et le jour de l'inauguration de Trump, le 20 janvier, Musk, lui, avait rajouté que ce serait absolument génial si on voyait un astronaute planter la bannière américaine sur Mars. Imaginez ce que ce serait. Donc, vraiment, il y a un air d'aller vers l'idée d'envoyer des astronautes sur Mars plutôt que sur la Lune. 20 janvier, Trump 2.0, plus fou que jamais. On se rappellera que dans les heures suivant son assermentation, Donald Trump s'est lancé dans un marathon de signatures de décrets et de directives présidentielles. C'est alors que, devant une foule de ses supporters, Trump déclenche une rafale de mesures. Il ordonne entre autres la libération des 1500 des 1600 émeutiers du 6 janvier, retire les États-Unis de l'accord de Paris, retire son pays de l'Organisation mondiale de la santé. Il décrète qu'il n'y a que deux sexes, le masculin et le féminin. Il met fin aux initiatives en matière de genre, de diversité, d'équité et d'inclusion, déclare une urgence énergétique nationale en lançant Drill Baby Drill, autrement dit, creusons toujours davantage de puits de pétrole. Il met fin au programme de protection des communautés pauvres contre la pollution excessive, abroge les réglementations sur la pollution des automobiles et des camions légers. Il ordonne l'examen des réglementations fédérales qui entravent le développement ou l'utilisation de diverses sources d'énergie, et en particulier le charbon, le pétrole et bien sûr le gaz naturel.
Il ordonne de faire en sorte que les États qui appliquent la peine de mort ne manquent jamais de produits injectables mortels. Il ordonne également l'examen des pratiques commerciales, des flux de migrants et de drogues en provenance du Canada, de la Chine et du Mexique. Décide que les enfants nés en sol américain, mais de parents sans papier, ne se verront plus octroyer la citoyenneté américaine. Décrète aussi que tout personnel de la Maison-Blanche se verra accorder des autorisations de haute sécurité sans passer par les procédures de vérification habituelles. Et tout ça en une soirée, donc c'est pour dire. Trump signe ainsi quelques 200 décrets, proclamations et directives. Notons par ailleurs que le jour même de l'inauguration de Trump, le 20 janvier, plusieurs dirigeants de l'aérospatiale se sont inquiétés sur le fait que probablement que l'administration Trump allait annoncer l'abandon de la fusée SLS. La fusée SLS, c'est celle qui est conçue par la NASA depuis une vingtaine d'années pour envoyer les Américains sur la Lune, pour transporter les Américains jusqu'à la Lune. Certains redoutent même l'abandon de la capsule Orion, qui est censée effectivement abriter les astronautes lors de leur voyage Terre-Lune-Terre. D'autres redoutent même l'abandon pur et simple des deux prochaines missions du programme Artemis, là, Artemis 2 et Artemis 3. Donc, on redoute beaucoup un changement important vis-à-vis la conquête de la Lune. 22 janvier, fin des programmes de DEIA. Un premier impact très concret des visées de Trump se fait sentir dès le 22 janvier lorsqu'il ordonne l'arrêt immédiat de tous les programmes de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité, ce qu'on appelle la DEIA, qu'il qualifie de programmes discriminatoires et d'immenses gaspillages de fonds publics. C'est ainsi que toutes les agences gouvernementales doivent immédiatement mettre fin à ces programmes et congédier le personnel chargé de les administrer. On doit même supprimer immédiatement les sites et pages web liés à la diversité, à l'égalité et à l'inclusion. Les agences doivent en outre fournir la liste des employés DEIA ainsi qu'un plan de leur licenciement. Par conséquent, la NASA, comme une foule d'autres agences, est contrainte de mettre en œuvre les diktats trumpistes. Dans une note adressée à ses employés, l'administratrice par intérim de la NASA, Janet Petro, va même jusqu'à affirmer « Ces programmes divisaient les Américains selon la race, gaspillaient l'argent des contribuables et aboutissaient à une discrimination honteuse. » C'est vraiment navrant, parce que jusqu'à ce moment-là, la NASA était considérée comme un modèle en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité. C'était même considéré comme l'agence gouvernementale aux États-Unis la plus ouverte en cette matière-là. Nul doute que la patronne par intérim de la NASA, là, Janet Petro, va laisser une sombre tache dans l'histoire de la NASA. Dans une lettre envoyée par la représentante démocrate Zoe Lofgren, qui siège au comité du Congrès supervisant la NASA, le département de l'énergie, l'administration nationale de l'atmosphère et des océans, la NOAA, et la Fondation nationale des sciences, la NSF, elle qualifie les décrets de Trump contre la DEIA d'attaque globale contre la capacité du gouvernement fédéral à promouvoir l'accès aux opportunités scientifiques pour tous les Américains. En outre, Mme Lofgren critique l'empressement des agences à se conformer à ces décrets. « Je suis profondément troublée par l'offensive du président Trump contre la science américaine », écrit-elle dans sa lettre adressée à la direction de la NASA. « Je suis également troublée par le fait que la NASA, leader dans les domaines des sciences et de l'espace, de la Terre et de l'exploration humaine, semble prête à mettre en œuvre ces politiques destructrices sans résistance ni protestation. Elle utilise un langage similaire dans les lettres adressées aux autres chefs d'agence. » Une semaine seulement après son arrivée au pouvoir, Donald Trump surprend le monde en proposant un ambitieux projet. Dans un décret intitulé « Dôme de fer pour l'Amérique », il ordonne au Pentagone de concevoir un bouclier spatial capable de contrer les missiles balistiques, hypersoniques et de croisière en provenance de la Russie et de Chine au moyen de technologies dernier cri. Comme toujours, Trump ne donne aucune précision quant à l'ampleur de son dôme, ni sur ses coûts et échéanciers. Son projet rappelle cependant les propos qu'il avait tenus en 2019 durant son premier mandat. Il avait alors déclaré « Notre objectif est simple, garantir que nous pouvons détecter et détruire tout missile lancé contre les États-Unis, n'importe où, n'importe quand et de n'importe quelle façon. Lorsqu'il s'agit de défendre l'Amérique, nous ne prenons aucun risque et nous agissons.
Rien ne peut supplanter la puissance militaire américaine. L'appellation dôme de fer se rapporte, semble-t-il, au système de défense anti-roquettes mis au point par Israël. Toutefois, le dôme de Trump est fondamentalement différent puisqu'il s'agit cette fois de défendre un continent en entier et non pas un territoire de 22 000 km², contre non pas des roquettes à courte portée, mais contre des missiles balistiques intercontinentaux ultra perfectionnés. Il s'agit en pratique de protéger un territoire 500 fois plus vaste qu'Israël contre des armes infiniment plus redoutables. En pratique, le Pentagone estime que ce système défensif pourrait devoir faire face à 1250 missiles nucléaires russes et à un arsenal chinois qui sera bientôt aussi considérable, sans compter une menace nord-coréenne qui va croissant. Autre point qui frappe les observateurs, pour Trump, c'est là la menace la plus sérieuse à laquelle font face les États-Unis, tandis que pour les spécialistes du domaine, la menace terroriste est nettement plus grande, notamment celle d'armes atomiques introduites clandestinement à bord de camions ou de navires, par exemple, plutôt qu'acheminées par missiles. En outre, l'idée d'un bouclier spatial risque de déclencher, à elle seule, une nouvelle course aux armes. Le New York Times titrait d'ailleurs amusamment « Star Wars est de retour ». Le New York Times faisait alors allusion au programme de défense stratégique lancé par le président Reagan en 1983, le fameux programme SDI, programme pour lequel les Américains ont dépensé des centaines de milliards de dollars dans les années 80-90 et qui n'a pas vraiment donné de grands résultats. Dans le cas du programme de dôme de fer lancé par Trump, pour le moment, ce qu'on comprend, ce serait plutôt d'accélérer le développement de certaines technologies stratégiques qui sont actuellement en développement et peut-être même d'aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on ignore parce que, comme toujours, Trump ne donne jamais de précision sur ce qu'il veut faire exactement. Donc, on ne sait pas si le programme de dôme de fer va être aussi important que celui de la SDI, de la guerre des étoiles, mais ça fait penser beaucoup à cela. Selon le général Michael Getline, vice-chef aux opérations spatiales de la US Space Force, ce projet nécessitera un effort comparable au projet Manhattan de mise au point de la bombe nucléaire durant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet représente une avancée majeure par rapport au système actuel de défense terrestre, dit-il. Système conçu principalement pour contrer un nombre limité de missiles balistiques en provenance de la Corée du Nord. Ironiquement, au même moment où Trump lançait son projet, le Bureau de la gestion et du budget annonçait de son côté l'arrêt immédiat du financement de milliers de programmes, dont, entre autres, les efforts déployés pour contrer le terrorisme nucléaire, les attaques aux armes biologiques et la prolifération des armes nucléaires à travers le monde. Autrement dit, l'administration Trump annule les programmes de lutte contre le type d'attaque que pourraient subir les États-Unis, à l'image des attentats du 11 septembre 2001, plus vraisemblable de survenir qu'une attaque de missiles en provenance de la Corée du Nord, de la Chine ou de la Russie. 28 janvier, comment créer de la désinformation ? Dans un tweet publié en fin d'après-midi le 28 janvier, Elon Musk sème la confusion en affirmant que Trump lui a demandé de rapatrier le plus rapidement possible les 2 astronautes qui se sont envolés en juin dernier à bord d'une capsule Starliner et qui séjournent depuis à bord de la Station spatiale internationale. Quand je dis depuis, ils sont rentrés sur Terre au moment où on se parle. Et si vous voulez en savoir plus, nous en parlons dans le balado 149 sur 2024, une année charnière. Sur son réseau X, Musk écrit simplement « Le POTUS », qui est un acronyme pour désigner le président des États-Unis. Je ne sais pas, Claude, si le P c'est président ou Pantin, j'ai oublié. Ou Poutine, peut-être. Ah oui. Et donc le POTUS a demandé à SpaceX de ramener chez eux les 2 astronautes bloqués sur la station spatiale dès que possible. C'est ce que nous allons faire. Surtout, il ajoute, terrible que l'administration Biden les ait laissés là aussi longtemps. Et quelques heures plus tard, Trump confirme les propos de Musk en spécifiant que Elon sera bientôt en route, Elon le sauveur. Exactement. Arrêtons-nous un instant sur cette information-là parce que c'est un bel exemple. C'est-à-dire que Donald Trump et Elon Musk créent de toutes pièces une fausse information qui va être ensuite très difficile de démentir, de faire disparaître. En fait, suite à l'annonce de Musk, les responsables de la NASA qui ont eu à prendre la décision à l'époque de laisser Wilmore et William
dans l'espace à bord de la station spatiale. Donc, ces responsables-là ont dit non, le président Biden n'a rien eu à voir de décision, ce qu'ont confirmé d'ailleurs les astronautes. En fait, depuis l'annonce de Musk, il y a des milliers de mots qui ont été utilisés pour expliquer exactement tout le contexte, comment la décision a été prise, pourquoi les astronautes sont demeurés dans la station spatiale. Ça n'a rien à voir avec une ingérence politique de l'administration Biden. Ce qui est intéressant dans tout le processus, c'est que Musk n'a eu besoin que d'un tweet de 34 mots pour lancer une fausse nouvelle qu'on tente de démentir depuis à l'aide de milliers de mots, mais ça ne donne rien. Les gens vont rester avec l'idée que si les deux astronautes, les deux rescapés de Starliner sont demeurés dans la station spatiale, c'est à cause du président Biden, à cause d'une ingérence politique. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et je trouve ça intéressant comme processus, parce qu'il s'agit juste de lancer une fausse information en quelques mots, et après ça, c'est presque impossible à démentir ou à éliminer. C'est un peu comme quand quelqu'un affirme « la Terre est plate ». Il n'y a pas besoin d'en dire plus, il n'y a pas besoin d'expliquer, de démontrer sa chose. La Terre est plate. Ou bien donc, les astronautes d'Apollo 11 ne sont jamais allés sur la Lune. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, tu as des gens qui essaient d'expliquer « mais non, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Mais non, les astronautes sur la Lune. » Mais pour un certain nombre de personnes, rien n'y fait, le doute a été semé. Et l'exemple donc de l'idée que les astronautes de Starliner sont demeurés dans la station spatiale à cause d'une ingérence politique de Joe Biden, ben, c'est un bel exemple de comment on manipule les gens, comment on crée une fausse information. Je rajouterais même, nous sommes témoins, nous savons que l'élection de 2020 n'a pas été volée par Joe Biden, mais qu'il a réellement gagné l'élection. Mais non seulement il y a une quantité de gens qui actuellement croient le contraire, mais moi, je suis certain que dans 10 ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, les gens vont toujours se dire « Ah oui, c'est vrai, l'élection de 2020 a été volée. » On a vraiment donc ici, avec l'idée de l'ingérence de Joe Biden dans la récupération des astronautes de Starliner, on a vraiment un bel exemple de comment on crée une fausse information qui est à peu près ensuite impossible à faire disparaître. Et oui, et pour faire une petite digression sur ce phénomène, ça porte un nom, on appelle ça la loi de Brandolini, je ne sais pas si tu savais, Claude. Oui. Ou alors encore un terme que je trouve assez joli, c'est le principe d'asymétrie du baratin. Voilà. OK. Et qui dit que, ça dit tout simplement ce que tu as expliqué, que la quantité d'énergie qui est nécessaire pour réfuter une sottise, par exemple, est supérieure à l'énergie nécessaire pour les produire. Donc voilà, il suffit de quelques mots sur un réseau social pour que ensuite il y ait besoin d'expliquer pendant de longues minutes, voire de longues heures, voire des jours, des semaines, que c'est faux. Voilà. Mais c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. J'ai retrouvé aussi une citation de 1733 qui est assez jolie. « Le mensonge vole et la vérité ne le suit qu'en boitant. » C'est tout à fait ça. C'est pour ça, hein, c'est intéressant qu'on en parle. Là, on fait une grande digression, mais c'est intéressant de comprendre le phénomène. Quelqu'un va dans les médias, je pense que vous le voyez souvent sur vos plateaux en France, comme on le voit ici, lance une idiotie, et là, vous pouvoir l'expliquer, la rattraper, là, ça demande des explications et les gens souvent n'écoutent pas. Moi, je l'ai vécu. Hein. J'ai été confronté des fois à des astrologues ou à des gens qui croyaient au secours volant, et eux, ils peuvent lancer une information du genre « Nous sommes visités par les extraterrestres ». Pas besoin d'apporter de preuves, quoi que ce soit. Puis moi, je vais vous expliquer, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On le voit souvent dans les médias. Fait qu'il faut être conscient. Fait que l'exemple de Starliner est une belle démonstration de comment ça se passe. Et tous les jours, je pense qu'on peut dire, avec l'administration Trump, on voit ce genre de phénomène-là. Donc, soyons sur nos gardes. Oui. 31 janvier, autocensure à la NASA, comme partout ailleurs. La multitude de décrets et de directives qui ont été signés par Donald Trump, souvent confuses, parfois même contradictoires, forcent la NASA, comme bien d'autres agences, à ordonner ses comités scientifiques de suspendre leur activité. Citant au moins 6 décrets et notes de service traitant principalement de l'ordre de mettre fin au programme de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité, donc DEIA, ainsi qu'à l'extrémisme de l'idéologie de genre.
La direction de la NASA demande aux organisateurs de ces comités, aviseurs en astrophysique et en sciences planétaires, de reporter leurs réunions le temps que l'agence détermine si celles-ci sont conformes aux dictats trumpistes. Pendant que la NASA examine et s'assure du respect des directives présidentielles, explique-t-on, nous vous demandons de bien vouloir suspendre toutes vos réunions et activités. Bien entendu, la même chose s'applique partout au sein des organismes gouvernementaux. S'instaure alors en douce un climat de doute et de censure à travers l'appareil scientifique américain. Dans cet esprit, le New York Times soulève un cas particulièrement intéressant à suivre. En mars 2024, la NASA a entrepris de recruter un nouveau groupe d'astronautes, un processus qui se déroule normalement sur 1 année et demie. Depuis 1978, elle se fait un devoir de constituer des groupes d'astronautes qui reflètent la diversité américaine, c'est-à-dire incluant des femmes, des représentants issus de diverses communautés. Il est en effet important pour la NASA que ces astronautes reflètent l'ensemble de la population américaine et qu'ils servent de phare aux jeunes de toute origine. Écoutez le balado 96 sur les destins d'astronautes d'aujourd'hui. Lorsqu'en 2021, la NASA a procédé à une 23e sélection d'astronautes, 12 000 personnes ont posé leur candidature alors que seulement 12 ont été retenus. Avec autant de candidats exceptionnels, il est facile de constituer un groupe diversifié hautement qualifié, constatait Duane Ross, ancien directeur du bureau de sélection des astronautes. Mais voilà que l'actuel recrutement risque d'entrer en conflit avec la croisade de Trump, souligne le New York Times. La directive signée le 22 janvier stipule que l'embauche d'employés fédéraux ne doit en aucun cas tenir compte des facteurs objectifs politiques, mandats ou exigences liées à la DEIA. En conséquence, là, il va être intéressant de voir si, pour la première fois depuis une 50aine d'années, la NASA va recruter un groupe d'astronautes entièrement composé d'hommes afin d'éviter d'être taxé d'avoir mis en œuvre la DEIA et donc d'avoir mis en œuvre des paramètres qui discriminent les hommes blancs. Ce sera donc intéressant de voir ce que la NASA va faire parce que si elle prend un groupe diversifié, elle contraint, elle va à l'encontre des dictats de Trump. Et si elle fait un groupe totalement composé d'hommes, ben ça va être une première dans l'histoire de la NASA depuis une 50aine d'années. Normalement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette sélection-là devrait avoir lieu ce printemps. On devrait apprendre les astronautes qui ont été sélectionnés quelque part au mois de mai-juin. Mon hypothèse personnelle, c'est que peut-être que ce recrutement va être reporté à plus tard, peut-être à l'automne ou l'an prochain, pour éviter la controverse dans laquelle va être plongée la NASA. C'est un dossier intéressant à suivre. Fait que si un matin, vous apprenez que la NASA a recruté un nouveau groupe d'astronautes, portez attention de qui compose ce groupe-là. Troisième partie, les 7 vies d'Artémis. Le programme Artémis est de plus en plus mis en doute par divers intervenants et pour diverses raisons, Claude. Oui, rappelons tout d'abord qu'il y a 2 missions actuellement Artémis de prévues. La mission Artémis 2, qui est le premier vol humain, premier vol avec équipage, qui est prévu pour le mois d'avril 2026. C'est un équipage de 4 astronautes, dont un Canadien, qui doit se rendre jusqu'à la Lune, qui doit contourner la Lune. Ils ne se placeront pas en orbite autour de la Lune, ils font juste contourner la Lune et reviennent sur Terre. Une mission qui devrait durer à peu près 9 jours, donc prévue pour dans 1 an. Si tout va bien, il y aurait ensuite la mission Artemis 3, qui est le premier débarquement sur la Lune, le retour d'astronautes américains sur la Lune. Cette mission-là est prévue pour 2027 en utilisant le Starship lunaire, le Starship conçu pour aller sur la Lune par la société SpaceX. Maintenant, de plus en plus d'experts doutent que ce Starship-là soit disponible. Et entre autres, comme je l'expliquais plus tôt, il faut d'abord faire un essai inhabité sans équipage de ce vaisseau-là. Ça prend le lancement d'une douzaine, quinzaine de Starship. Et ensuite, lorsqu'il va avoir le temps d'envoyer des astronautes sur la Lune, il va falloir encore lancer une quinzaine de Starship pour amener ce vaisseau-là avec un équipage jusque sur la Lune. Donc, c'est le programme Artemis tel qu'il est prévu actuellement. L'histoire tourmentée d'Artemis. Rappelons que ce projet a été initié en 2004 par George Bush, intitulé l'origine Vision for Space Exploration, VSE. Ce projet prévoyait le retour d'Américains sur la Lune en 2020.
Puisqu'il s'agissait d'une constellation de technologies et de vaisseaux spatiaux, c'est le nom que prendra éventuellement cet ambitieux programme. Mais cette constellation n'allant nulle part, le coup près tombe en janvier 2010, alors que Barack Obama ordonne l'abandon pur et simple de ce programme qui a déjà coûté plus de 9 milliards de dollars. C'est la consternation à la NASA et dans toute l'industrie puisque cette annulation signifie 11 500 pertes d'emplois. Toutefois, 3 mois plus tard, Obama annonce la conception d'une nouvelle fusée en précisant que, à partir de 2025, celle-ci devrait nous permettre de nous aventurer pour la première fois de l'histoire au-delà de la Lune. Possiblement même jusqu'à visiter un astéroïde. La NASA doit donc développer une fusée dite SLS pour Space Launch System et dont le premier tir est prévu pour 2017. Écoutez le balado 71, Artemis, le rêve du retour sur la Lune, qui raconte les péripéties mouvementées de ce programme. C'est ensuite au tour de Donald Trump de modifier à nouveau le projet. Or, il est instructif de revoir comment celui-ci a procédé. Dans un premier temps, lors d'une grandiose cérémonie tenue à la Maison-Blanche le 11 décembre 2017, à laquelle participaient une foule de dignitaires, dont 2 des 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, Buzz Aldrin et Jack Schmitt, Trump a signé ce qu'il a baptisé pompeusement sa directive de politique spatiale numéro 1. Cette directive stipulait simplement un retour sur la Lune comme prélude à une mission martienne. Fidèle à ses habitudes, Trump n'a pas fourni de détails quant à l'échéancier ni à propos des modalités et budgets requis pour réaliser sa directive. Il faudra attendre 1 année et demie pour qu'en mars 2019, nous obtenions quelques précisions. Des Américains, dont une femme, fouleront le sol lunaire en 2024. En mai 2019, le projet est nommé Artemis, sœur jumelle d'Apollo et déesse de la Lune. Hélas, depuis ce temps, Artemis n'a guère progressé puisqu'un seul tir de fusée SLS le 16 novembre 2022 a amené une capsule Orion sans équipage contourner la Lune avant de revenir amérir 25 jours plus tard dans le Pacifique. Dans l'ensemble, cette mission s'est bien déroulée, à l'exception toutefois, Claude, du retour sur Terre. Exactement. En fait, comme on expliquait dans le balado sur les à côté de la station, moins glorieux de la Station spatiale internationale, lorsqu'une capsule revient sur Terre, on parlait à l'époque de la capsule Soyouz, elle est protégée par un bouclier thermique qui la protège contre le frottement et la chaleur produite durant la traversée de l'atmosphère. Et ce qui est prévu normalement, c'est que le bouclier thermique se désagrège, perd des morceaux, perd des particules, ce qui permet d'évacuer la chaleur. C'est évidemment ce qui est arrivé dans le cas du retour sur Terre de la capsule d'Artemis 1. Ça s'est passé tel que prévu, sauf que le bouclier s'est dégradé beaucoup plus. Il a perdu plus de pièces que prévu. En soi, c'était pas très grave. S'il y avait eu un équipage à bord, ils auraient survécu. Ils seraient venus sains et saufs sur Terre. Sauf que, étant donné le rôle critique que joue le bouclier thermique, la NASA veut être certain de comprendre exactement ce qui s'est passé et éventuellement remédier à des problèmes qu'elle aurait pu découvrir. C'est le cas, c'est-à-dire qu'ils ont repéré qu'est-ce qui a fait que le bouclier thermique de la capsule s'est désagrégé plus que prévu et ils ont trouvé une solution pour éviter que ça se reproduise. Mais la conséquence de tout ça, c'est que la mission Artemis 2, qui était à l'origine prévue pour 2024, est maintenant prévue pour 2026, si tout va bien entre-temps. Des missions trop ambitieuses. Nous en sommes donc là à présent, toutefois, comme nous l'avons vu, Elon Musk, comme bras droit de Trump, ne cesse de contester ce projet. Artemis est une distraction à mes projets martiens, répète-t-il en substance. Mais il n'est pas le seul à remettre en question les plans prévus. C'est entre autres le cas du comité conseil chargé de veiller à la sécurité des astronautes, un groupe d'experts indépendants de la NASA. Celui-ci craint que l'agence spatiale se fixe trop d'objectifs ambitieux à accomplir lors de chaque mission Artemis. Comme nous l'expliquions dans le balado 71, la NASA prévoit de tenter un premier alunissage dès la 3e mission Artemis alors qu'elle avait réalisé 7 missions Apollo avant de procéder à Apollo 11. Chaque étape comporte son lot de risques et à mesure que ces risques s'additionnent, cela ne fait qu'augmenter le risque global de chaque mission, explique Bill Bray, membre du groupe d'experts. Cela soulève donc la question, n'est-il pas temps pour la NASA de réévaluer les objectifs des prochaines missions Artemis afin d'équilibrer les risques pour chacune d'elles ?
Chaque mission s'inscrit dans un ensemble complexe de tests et d'étapes à franchir, ce qui laisse très peu de place à l'échec, conclut-il. Ça rappelle un peu la situation qu'a vécue la NASA au début des années 80 lorsqu'elle mettait au point la navette spatiale. En fait, la NASA s'était mis une pression énorme sur ses épaules pour faire en sorte que ces camions de l'espace deviennent le plus rapidement possible opérationnels, que la navette assure un service régulier entre la Terre et l'espace pour lancer des quantités de satellites, de sondes spatiales, etc. La NASA s'était donc mis une pression énorme, pression qui a mené malheureusement au 28 janvier 1986, c'est-à-dire à la catastrophe de Challenger. On se demande, dans le fond, si la NASA n'est pas en train de répéter la même situation avec Artemis en voulant faire en sorte que très rapidement, on retourne sur la Lune en prenant des risques peut-être inconsidérés. Se prépare-t-on au pire? Par ailleurs, le 7 février, face au climat actuel qui mine le programme Artemis, la société Boeing, maître d'œuvre de la fusée SLS, avise ses employés de possibles mises à pied imminentes pour 400 d'entre eux. Pour justifier ses craintes, Boeing évoque les revisions du programme Artemis en cours ainsi que d'importantes réductions de coûts à prévoir. Pourtant, ni la NASA ni l'administration Trump n'ont pour l'instant énoncé le moindre changement au programme. Questionnée sur ce sujet, la patronne temporaire de la NASA, Janet Petro, déclarait « Je suis en poste par intérim et nous poursuivons ce programme tel qu'il existe aujourd'hui. » Elle ajoute « Lorsque le nouvel administrateur sera confirmé, je suis certaine qu'il discutera avec la Maison-Blanche afin de déterminer la nouvelle direction à suivre. S'il y a un changement de direction, c'est pas mon rôle. » À quand l'arrivée de Jared Isaacman ? On se souviendra qu'en décembre 2024, Trump avait annoncé qu'il désire placer à la tête de la NASA Jared Isaacman, un entrepreneur multimilliardaire et astronaute privé qui s'est payé 2 vols en Crew Dragon de SpaceX. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Isaacman puisse prendre la direction de la NASA, il faut que sa nomination soit entérinée par le Sénat américain. En fait, toutes les nominations des gens qui travaillent autour de Trump, que ce soit les différents secrétaires, ses différents ministres, tous les membres du cabinet, tous les membres des différentes agences gouvernementales, etc., doivent être entérinés par le Sénat. Et évidemment, on va comprendre que la nomination du patron de la NASA n'est pas une priorité pour le Sénat. Il y a beaucoup d'autres nominations qui vont passer avant lui. On pense que le tour de Isaacman devrait arriver quelque part ce printemps. On pense aussi que sa nomination ne posera pas de problème parce que la plupart des observateurs considèrent qu'il est assez bien qualifié. Il est tout à fait qualifié pour diriger la NASA, même si, petit pépin, c'est un proche de Elon Musk, fait qu'il pourrait vouloir favoriser les projets de Musk. Autrement, on considère que c'est quelqu'un de très compétent, ce qui est une denrée plutôt rare dans l'entourage de Donald Trump. Oui. Néanmoins, un représentant de l'industrie aérospatiale assimile déjà le programme Artemis à un chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger étant une expérience de pensée en mécanique quantique où l'on considère qu'un chat qui est dans une boîte est à la fois mort et vivant tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Artemis serait-il déjà un mort vivant ou un projet simplement en sursis pour le moment ? Disons que si l'on était l'un des astronautes qui se préparent à s'envoler pour avril 2026, il y aurait de quoi se poser des questions, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ce à quoi je pense. Si j'étais, entre autres, l'astronaute canadien, je me demanderais, est-ce que je vais vraiment avoir la chance d'aller à la Lune? C'est vraiment pas certain. Maintenant, si on reste dans l'analyse des ça, on pourrait se demander, est-ce que Artemis ne possède pas cette vie? On sait qu'actuellement, il a été plusieurs fois remis en question. Il est à sa 3e ou 4e vie. Il reste peut-être encore 2 ou 3 vies. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, ou pour rester, pour continuer à utiliser une métaphore animale, c'est plutôt aussi un serpent de mer. C'est peut-être un projet qui va s'en aller puis revenir. Voilà. Peut-être aussi. Selon les différents gouvernements. 4e partie, la Terre menacée. Signe des temps, comme si nous n'avions pas déjà amplement de quoi nous inquiéter, on a aussi beaucoup parlé de l'astéroïde 2024 YR4, qui a donné lieu à une foule de reportages à sensation,
Le 27 décembre dernier, une équipe d'astronomes basée au Chili a repéré un astéroïde qui 2 jours plus tôt était passé à 830 000 km de notre planète, soit à environ 2 fois la distance Terre-Lune. Il s'agit d'un rocher de 40 à 90 mètres de diamètre qui circule autour du Soleil sur une orbite voisine à la nôtre, comme il en existe une myriade d'autres, Claude. Exactement. On va expliquer un peu le nom bizarre de cet astre-là. Donc 2024 YR4. 2024 Y, ça voulait dire que c'est un petit astre qui a été découvert durant la deuxième moitié du mois de décembre 2024. Et le R4 signifie qu'il s'agit même du 117e objet découvert durant cette période-là dans nos parages. C'était donc une découverte assez banale. Les astronomes en font énormément de découvertes du genre. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi les astronomes se compliquent tant la vie. Peut-être qu'ils auraient pu l'appeler tout simplement l'astéroïde 2024 décembre 117 ou quelque chose comme ça. On se complique des fois la vie en astronomie. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'au moment de sa découverte, c'était une découverte banale, là. Régulièrement, on découvre des astéroïdes dans nos parages. C'était l'un de ces astéroïdes-là. Quelques jours plus tard, des spécialistes ont calculé l'orbite de Y4R pour réaliser que ce rocher aurait plus de 1% de chance de percuter la Terre le 22 décembre 2032. Il s'agissait par conséquent du seul astre d'importance connu à avoir une probabilité d'impact aussi élevée. Puis, tout au long de janvier et de février, les astronomes ont raffiné leurs observations afin de déterminer le plus précisément possible l'orbite de cet astéroïde, et ce faisant, les probabilités qu'il nous frappe en 2032 ont varié dans le temps, passant de 1,2% à un maximum de 3,1%. Suite à quoi, le 24 février, la NASA a déclaré que l'astéroïde ne représentait alors plus un danger significatif de collision pour l'année 2032, les estimations les plus récentes étant de moins de 1 chance sur 59 000, de quoi donc nous rassurer. Notons que YR4 reviendra dans nos parages le 17 décembre 2028 sans aucun risque d'impact, ce qui permettra aux spécialistes d'affûter davantage leurs calculs en prévision de la rencontre de décembre 2032. Exactement. L'incident, parce que j'appelle ça un incident, a donné lieu à ce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle la défense planétaire. La défense planétaire, c'est l'idée qu'on doit peut-être se protéger, se prémunir contre l'éventuel impact soit d'une comète, soit d'un astéroïde, ou en tout cas d'un objet qui nous proviendrait de l'espace. C'est un domaine qui intéresse vivement les militaires, parce que quand on parle de défense planétaire, on parle de mettre au point de nouvelles armes stratégiques qui sont en principe conçues pour se protéger contre une menace venant de l'espace, mais qui pourraient très bien servir aussi à nos activités militaires ici sur Terre. Donc, quand on parle de menaces venant de l'espace, de défense planétaire, gardons à l'esprit qu'on parle de budget militaire, on fait saliver nos militaires qui disent tiens, voici un nouveau domaine où on pourrait peut-être développer de nouvelles armes. C'est pas quelque chose de banal là, quand on en parle. Moi, ça me soulève une question. Quand on pense au bouleversement climatique auquel on fait tous face actuellement, qui est une véritable menace tangible, réelle, concrète, contre laquelle on ne fait pas grand-chose, là. On en parle, on s'inquiète, mais on ne fait pas grand-chose. Est-ce qu'on devrait se préoccuper d'une hypothétique menace venue de l'espace en développant des budgets et des construiseurs de nouvelles armes, alors qu'à mon avis, on ne fait pas grand-chose contre les bouleversements climatiques qui sont bien réels? Il faut savoir que la dernière fois qu'un objet important a percuté la Terre, c'était il y a 66 millions d'années, qui a mené à l'anéantissement des dinosaures. Si cette menace-là se produit à tous les 60, 70, 80 ou 100 millions d'années, il faudrait être très malchanceux pour que la menace nous arrive au cours du prochain siècle. À mon avis, si on enlève le côté militaire très alléchant pour certains, il n'y a pas matière à se préoccuper outre mesure de la défense planétaire.
c'est une chose que l'on surveille ce qui se passe, ce qui s'en vient, comme là, on surveille l'astéroïde, mais de là à développer des budgets peut-être de milliards, de centaines de milliards pour se protéger contre cette menace-là, alors qu'à mon avis, mon opinion, on ne fait pas grand-chose concernant la menace des changements climatiques. Je pense qu'il faut faire un certain équilibre entre menace et menace. Ouais. 5e partie, quand Musk se croit tout permis. Pendant ce temps, la politique de Trump visant à faire le grand ménage dans la fonction publique américaine, où, dit-on, se trouverait quantité de fonctionnaires qui sont payés à ne rien faire, est appliquée rudement par le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, dirigé par Musk. Or voilà qui provoque énormément de désarroi au sein de très nombreuses agences qui jouent pourtant des rôles essentiels, tels que les services météo de la NOAA, le contrôle aérien de la FAA, la supervision des télécommunications par la FCC, sans compter les services ultra-secrets tels que ceux de la NRO qui opèrent les satellites espions et de la NGA qui s'occupe de repérer les troupes ennemies. C'est ainsi que le 28 janvier, le DOGE offre aux employés de ces agences la possibilité de quitter volontairement leur emploi avant le 6 février, en échange de quoi ils recevront leur salaire jusqu'au 30 septembre, soit jusqu'à la fin de l'année financière 2025. Or, cette politique de départ volontaire crée une immense confusion puisque tout au long de février, nul ne sait qui et combien de fonctionnaires se sont prévalus de cette offre. En conséquence, le fonctionnement d'une multitude de services vitaux est entravé. Le 18 février, le DOGE ordonne le congédiement de tous les employés en probation, c'est-à-dire ceux qui ont été engagés au cours de la dernière année, y compris même les employés d'expérience qui ont simplement changé d'affectation au cours de l'année, et ce, sans égard à la fonction qu'ils remplissent. Dans le cas de la NASA, il pourrait s'agir d'un millier de jeunes ingénieurs et scientifiques, rapportons, ce qui représente 5% de ses effectifs. Mais il y a encore pire. Dans le cas de la Fondation nationale des sciences NSF, ce congédiement pourrait toucher 10% de son personnel. Comme le soulignent 2 représentants démocrates au Congrès, Zoe Lofgren et Haley Stevens, licencier sans discernement 10% des effectifs de la NSF est une grave erreur qui nuira à notre capacité à rivaliser à l'échelle mondiale, en particulier face à la Chine. Le Wall Street Journal rapporte aussi que des centaines d'employés de la FAA ont été licenciés. Environ 400 employés en probation de la FAA ont reçu des lettres de licenciement ces derniers jours. Ces licenciements concernaient des employés qui occupaient des postes techniques liés à la sécurité, ce qui a ébranlé la FAA alors qu'elle fait face aux conséquences de plusieurs accidents d'avions meurtriers, dont celui de fin janvier qui a coûté la vie à 67 personnes. Pour sa part, le New York Times rapporte que 800 employés de la NOAA ont été congédiés. Soulignons que cette administration nationale de l'atmosphère et des océans est l'un des plus importants centres météorologiques au monde. À ce titre, la NOAA opère les satellites météo américains qui suivent de près la naissance et l'évolution des ouragans et autres phénomènes météo qui dévastent de plus en plus la planète. L'équipe de Trump s'en prend tout particulièrement à cette agence qu'elle tient responsable des changements climatiques, ou plutôt responsable de sonner l'alarme face à la gravité de la situation. Cette perte de talent à la NOAA va faire reculer l'agence de plusieurs années et compromettre l'intégrité de nos opérations qui appuient directement la santé et la sécurité humaine, la prospérité économique et la sécurité nationale, de déclarer un analyste de la NOAA qui a requis l'anonymat par crainte de représailles. Il ne s'agit pas d'un pas vers l'efficacité, ajoute-t-il, mais bien une démarche visant à mettre chaque jour les Américains en danger. Notons là que ce qui est terrible dans les activités, pour ne pas dire les méfaits de Dodge, c'est qu'il est en train de détruire la relève des ingénieurs et des scientifiques un peu partout dans différentes agences gouvernementales. En fait, au moment où on se parle, vous et moi, il y a quantité de jeunes chercheurs, de jeunes scientifiques, d'ingénieurs et autres qui voient leur carrière, je ne sais pas si on peut dire se terminer ou en tout cas prendre un arrêt brusque. C'est terrible ce qui se produit. Remarquez une chose, bon nombre d'agences ont refusé d'appliquer les dictats de Trump.
Entre autres, la NASA a refusé de mettre à pied sa main-d'œuvre. Maintenant, ils sont en lutte contre DOGE, ils sont en lutte contre les décrets de Trump. Ces décrets-là sont, entre autres, contestés devant la Cour. Tout ça pour dire que ça crée une confusion et un désarroi énorme au sein des agences spatiales, au sein des différentes agences, que ce soit la NASA, la NOAA, le département de la Défense, etc. Surtout que le fait de mettre à pied la relève, c'est juste le début de d'autres coupures qui sont censées venir. C'est terrible ce qui se passe au sein des différentes agences et ça va avoir des conséquences monumentales, notamment sur les services météo et de contrôle aérien. On va avoir les Américains vont subir des conséquences dans les prochains mois et on verra à ce moment-là que la relève, les jeunes fonctionnaires qui apparemment ne foutent pas grand-chose, jouent des rôles en réalité fort importants. Et oui, et puis on l'a vu avec aussi des accidents graves qui ont eu lieu sur l'aviation, par exemple, qui ont mis en lumière des problèmes. Est-ce que c'est le moment de virer des gens ou bien juste de remettre en question le système? C'est peut-être pas la meilleure des façons de traiter le système des fonctionnaires américains, en tout cas. Exactement. Surtout si on pourrait rajouter, c'est que ils sont en train de mettre à mal les services météo qui voient venir les ouragans, les tornades et autres inondations et incendies de forêt. Ça va être malheureusement intéressant de voir ce qui va se passer ce printemps, l'été à l'automne prochain. Est-ce qu'on va encore voir venir les tempêtes et prévenir entre les gens de se protéger? Ça serait intéressant de voir ce qui va se passer aux États-Unis, mais disons que j'aimerais pas être en Floride l'été et l'automne prochain. Ouais. Si vous ne me répondez pas, vous serez congédié. De son côté, Musk n'en est pas resté là, c'est le moins que l'on puisse dire. En plein samedi, le 22 février, il expédie un courriel à tous les employés de la fonction publique leur ordonnant de lui indiquer quelles tâches précises ils avaient accomplies au cours de la semaine écoulée. Ceux-ci n'avaient que 36 heures pour répondre, Musk ajoutant sur X que l'absence de réponse sera considérée comme une démission. Voilà qui a soulevé avec raison l'ire d'à peu près tout le monde, plus d'un se demandant de quel droit Musk agissait de la sorte. Et la plupart des dirigeants des agences visées ont conseillé à leurs employés simplement de ne pas répondre. Musk a dû par la suite s'expliquer en disant que nous pensons qu'il y a des personnes inexistantes ou des personnes décédées qui néanmoins reçoivent des chèques du gouvernement. Maintenant, comme à son habitude, il n'a apporté aucune preuve, aucun indice que ça pourrait être vrai. En fait, sa directive a été rabrouée, donc on l'a mis aux poubelles, sauf que ça a créé, encore une fois, beaucoup de désarroi et de stress de la part des employés de la fonction publique américaine, comme s'il y avait besoin de ça. 6e partie, provocation de Musk et de Trump. Le 18 février, Donald Trump et Elon Musk accordent une longue entrevue au réseau Fox News. Devant des millions de téléspectateurs, ils réitèrent que Butch Wilmore et Sunny Williams ont été abandonnés dans la Station spatiale internationale par l'administration Biden. Musk déclare « À la demande ou sur instruction du président, nous accélérons le retour des astronautes qui ont été laissés là-haut pour des raisons politiques. » Et Trump enchaîne « Ils n'ont pas eu le feu vert avec Biden, je pense qu'il allait les laisser dans l'espace, car il ne voulait pas de publicité. » Publicité? De quoi parle Trump? En fait, là, c'est époustouflant ce qui vient de se produire parce que quelques semaines plus tôt, Musk avait lancé cette fausse information-là qui avait été démentie, mais néanmoins, ils reviennent sur Fox et ils relancent à nouveau la fausse information. Fausse information qui, une fois de plus, a été démentie par les responsables de la NASA et par les astronautes. D'ailleurs, Butch Wilmore, qui se trouvait à ce moment-là à bord de la station spatiale, il a dit clairement, il dit, de mon point de vue, il n'y a eu aucune ingérence politique dans la décision du fait qu'on est resté là-haut, et mon point de vue est partagé par celle de mes collègues. Donc, on sait que l'information est fausse, elle a été démentie, et pourtant, Musk et Trump continuent de la propager. C'est hallucinant. Oui, d'autant qu'elle est démentie par les acteurs directs de l'événement, mais ça ne suffit pas à rétablir la vérité. C'est quand même assez fou. Et il s'agit juste qu'eux, ils lancent une phrase ou deux, et après ça, les responsables, entre autres, là, ce qui est intéressant quand on lit la presse spécialisée, c'est que les responsables de la NASA de l'époque, ceux qui étaient là puis qui ont pris la décision, ils savent de quoi ils parlent quand même, ils disent non, c'est faux. Pourtant, probablement que cette information-là va rester à tout jamais
dans la sphère information, les gens vont dire oui, l'administration Biden est intervenue pour les laisser là-haut, ce qui est faux. Et oui, et puis ajouter à ça que ça a été amplifié aussi par certains médias. On l'a vu tourner énormément. Exactement. Sur les astronautes ont été abandonnés, etc. Ça a pris des proportions assez énormes, alors que c'est un non-événement, finalement. Exactement. Et ceux et celles qui écoutent le balado, vous le savez, c'est faux. Oui. Réduire les dépenses militaires de 8%. Le 18 février, l'administration Trump fait une annonce étonnante, une de plus. Elle envisage de réduire le budget du Pentagone de 8% par an au cours des 5 prochaines années. Ce serait renversant. Ça serait une bonne nouvelle en ce qui me concerne, mais ce serait renversant. Parce qu'il faut savoir qu'au fil des décennies, chaque fois que les administrations en place, que ce soit Obama, que ce soit Bush fils, que ce soit Clinton et compagnie, quand ils ont eu besoin de réduire les dépenses de l'État, parce que ça arrive de temps à autre qu'ils doivent réduire les dépenses, jamais ils ne touchent aux dépenses militaires, jamais ils ne touchent au budget du Pentagone. Pour des raisons de sécurité nationale. En fait, les dépenses militaires aux États-Unis, c'est une vache sacrée. Si jamais Trump va de l'avant avec une réduction année après année du budget militaire de 10% ou autre, ou de 8% ou qu'importe, ce serait presque une première depuis la Deuxième Guerre mondiale où là, on n'a jamais touché au budget militaire année après année comme ça s'apprêterait à le faire Trump. Évidemment, la question qui se pose, c'est que s'il coupe les budgets militaires, qu'est-ce qui va arriver avec le dôme de fer? Est-ce que ce projet-là va être abandonné ou est-ce que ce projet-là va être sauvé? Qu'est-ce qui va arriver si Trump décide à la fois de couper les budgets militaires puis en même temps de mettre sur pied un programme qui pourrait coûter des centaines de milliards de dollars? Ça reste à voir. Mais voilà que la Maison-Blanche s'empresse de spécifier que les programmes jugés prioritaires seront protégés des coupes, notamment la sécurité des frontières et la nouvelle initiative de défense antimissile. Voilà qui a fait sourire tout le monde de dire « OK, il veut couper les dépenses, sauf... » Notons qu'entre-temps, ce programme-là de dôme de fer a été rebaptisé dôme doré, sans qu'on nous explique pourquoi. En fait, selon certains observateurs, ils ont peut-être voulu se distancer du dôme de fer israélien qui n'a rien à voir comme envergure, comme on l'a expliqué, avec le dôme de fer dont rêve Trump. Donc, on parle maintenant de dôme doré. D'autres ont suggéré que pourquoi doré? Peut-être parce que c'est une mine d'or pour l'industrie de l'armement américaine si on consacre des centaines de milliards de dollars à développer un dôme doré qui ne peut pas fonctionner. On l'a essayé dans les années 80-90 avec le programme SDI du président Reagan. On en est au même point aujourd'hui. C'est un rêve, mais ça pourrait permettre de dorer les contrats, les finances des entreprises militaires américaines. Ou aussi simplement pour juste avoir une appellation qui fait mieux que celle du voisin, hein, peut-être pour combler un petit complexe d'infériorité. C'est ça, exactement. On pourrait se demander, par contre, pourquoi le mot doré? Il y aurait peut-être un dôme d'autre chose. Un dôme d'aluminium, par exemple. En tout cas, ça reste à voir. Se débarrasser d'ISS le plus tôt possible. Le 20 février, Musk lance une autre provocation. Cette fois, il déclare que la NASA devrait se départir de la Station spatiale internationale en procédant à sa destruction d'ici 2027 afin de se concentrer sur des missions vers Mars. Sur son réseau X, il écrit « Il est temps de commencer les préparatifs pour désorbiter la station spatiale. Celle-ci a rempli son objectif, il y a très peu d'utilité supplémentaire, allons vers Mars. » Puis il ajoute « La décision appartient au président, mais ma recommandation est, le plus tôt possible, je recommande d'ici 2 ans. Et si je ne m'abuse, Claude, c'est SpaceX qui a reçu aussi le contrat pour un véhicule qui désorbiterait la station. » Exactement. Ça, le contrat tiendrait toujours, mais en même temps, c'est intéressant le point que tu soulèves, c'est que le véhicule ne serait peut-être pas prêt à temps. Il ne serait peut-être pas prêt d'ici 2 ans. Il n'est pas prévu pour être prêt. Mais évidemment, Musk, il fait feu de tout bois, donc il reçoit des contrats, il espère recevoir davantage par rapport à aller vers Mars plutôt que sur la Lune. Il tire sur tout ce qui bouge. Par contre, suite à l'annonce de l'idée de désorbiter la station spatiale le plus tôt possible, tous ont noté les conséquences absolument catastrophiques que ça aurait
non seulement sur la NASA de mettre fin à la station spatiale prématurément, mais également sur les partenaires de la station, partenaires dont nous sommes, l'Europe, le Canada, le Japon et la Russie. Ça aurait aussi des conséquences catastrophiques pour l'industrie aérospatiale américaine qui participe à ce programme-là et qui n'a pas prévu que la station serait démantelée si rapidement. Ça aurait donc des conséquences très importantes. Et entre autres aussi sur la présence d'astronautes américains dans l'espace. En fait, on va en reparler dans un prochain balado, mais il est prévu qu'au moment où la station spatiale va être désorbitée, il y aura probablement des stations spatiales privées, financées en partie par la NASA, qui vont prendre la relève. Sauf que ces stations-là ne seront probablement pas prêtes même en 2030 lorsqu'on prévoit mettre fin au programme de la station spatiale, et encore moins en 2028. Donc, il pourrait y avoir une pause où il n'y a plus d'Américains dans l'espace pendant quelques années. Ça rappelle ce qui s'est passé dans les années 70 à la fin des vols Apollo. Ça rappelle ce qui s'est passé à la suite des vols de la navette spatiale où là, les seuls qui pouvaient lancer des astronautes américains dans l'espace, c'était les Russes. On pourrait se retrouver rapidement, bientôt, à une situation où il y a des Chinois en permanence dans l'espace, à bord de leur station spatiale, alors qu'il n'y a plus d'Américains dans l'espace. C'est symbolique, mais ça fait réfléchir comme quoi les Chinois poursuivraient leur programme spatial alors que la NASA aurait son programme interrompu. Donc, imaginons la situation si on met fin au programme Artemis, si on met fin au programme de la station spatiale, tout ça au profit de SpaceX. Ça serait un peu incroyable comme environnement spatial. Conclusion, pendant ce temps dans l'espace, malgré le capharnaüm politique en cours aux États-Unis, l'activité spatiale s'est poursuivie avec, entre autres, le 8e tir d'un Starship, l'alunissage des sondes américaines Blue Moon et Athena, le 2e tir d'une fusée Ariane 6, le passage de la sonde Hera près de Mars, ainsi que le retour sur Terre de Butch Wilmore et Suni Williams, les deux rescapés, entre gros guillemets, de Starliner. Exactement. Il y a encore beaucoup de choses à couvrir, donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième balado qui va suivre celui-ci. Entre-temps, on va aussi surveiller le plan budgétaire que va soumettre l'administration Trump au Congrès américain. Normalement, ce plan-là devrait être soumis au mois de mars ou au mois d'avril. Ça sera très intéressant. C'est un énoncé budgétaire, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant dans la vie. Hein. Vous le vivez en France, on le vit ici au Canada, au Québec. Dans le cas présent, ce qui va être intéressant de suivre, c'est qu'est-ce qui arrive des budgets de la NASA? Est-ce qu'il y a des coupes importantes, notamment par rapport à Artemis et à la Station spatiale internationale? On pourrait aussi se demander s'il n'y aura pas des coupes très importantes au niveau des programmes scientifiques, notamment les programmes d'observation de la Terre. Même chose pour le budget militaire. Est-ce que le budget militaire va être amputé tel que nous l'a laissé entendre Donald Trump? J'ai failli dire promis, mais il ne promet rien, il laisse entendre. Oui. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là du dôme doré? Est-ce que ce programme-là va être mis en route ou pas? Disons que je surveille attentivement l'arrivée du plan budgétaire, même si ce n'est pas ce qui est le plus palpitant dans la vie. Cette fois-ci, ça va être très intéressant. On va évidemment le couvrir. D'où l'idée que ce balado-là, il va être suivi par un autre, où on va vous raconter, parce que là, on va parler probablement beaucoup moins de Trump dans le prochain balado, mais beaucoup plus du retour sur la Lune. Hein. Il y a des sondes qui se sont posées sur la Lune, les astronautes sont revenus sur Terre sains et saufs, il y a plein d'autres projets en cours, donc on vous invite à revenir dans 2 semaines pour la suite, en espérant qu'on va parler un peu moins de Trump et beaucoup plus de spatial. À dans 2 semaines, Claude. À dans 2 semaines. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent sur les réseaux notamment, mais aussi sur Patreon, et grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les épisodes. Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes intéressé, si ça vous tente de nous soutenir, direction le site patreon.com, voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon, avec Claude Lafleur au contenu. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.